Salut à tous. Dans le précédent épisode, je vous racontais comment Dieudonné avait fait monter sur scène le négationniste Robert Forisson en 2008. J'ai cependant fait une erreur, cette scène n'a pas eu lieu au Théâtre de la Main d'Or, mais au Zénith de Paris. Alors vous allez me dire que ça change pas grand chose, c'est vrai, mais je préfère corriger mes erreurs quand je m'en rends compte. Toujours est-il que l'anecdote, où qu'elle se soit tenue, montre l'ancrage de Forisson comme superstar du négationnisme jusqu'à sa mort en 2018. Elle illustre aussi une forme de passage de témoin entre plusieurs générations négationnistes. Au négationnisme old school, en veste en velours côtelé, succédait un négationnisme dopé à la visibilité offerte par Internet. Quel est l'héritage de Forisson en France et à l'étranger? Qu'en est-il du négationnisme aujourd'hui? Je vous propose d'en venir aux faits. Ici Londres. Planes flying into buildings have filled us with disbelief. Radio Paris est allemand. Manifestation populaire dont aucun incident n'a troublé le calme se termine par le serment renouvelé du Rassemblement populaire pour le pain, la paix, la liberté. Après avoir gagné la guerre, il faut construire la paix. Et ne nous voilons pas la face, cela sera long et difficile. L'irruption de Forisson sur la scène médiatique française dans les années 70-80 avait eu des répercussions dans le paysage politique, mais aussi dans le monde universitaire. Dans le monde politique, le discours antisioniste de Forisson, qui n'est pas tout de suite perçu comme l'antisémite obsessionnel qu'il est, nous en avons fait la démonstration la dernière fois, contribue à dissimuler ses réelles intentions et à obtenir une certaine crédibilité auprès de certains intellectuels. Ainsi, ils sont quelques-uns à prendre la plume ou le micro afin de défendre Forisson, qui, au nom de la liberté d'expression, qui parfois part antisionisme. Petite parenthèse lexicale, l'antisionisme, c'est l'opposition à la politique de l'État d'Israël. Ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme, même si évidemment on peut être les deux, mais être antisioniste, c'est une opinion, être antisémite, c'est la haine des juifs, c'est donc un délit. Les négationnistes instrumentalisent l'antisionisme afin de masquer leur antisémitisme, ou plutôt afin de faire passer leur antisémitisme. D'ailleurs, certains intellectuels se sont fait prendre au piège. Par exemple, pendant l'affaire Forisson, l'ethnologue et le sociologue, mais aussi militant tiers-mondiste, Serge Thion, avait pris la défense de l'universitaire dans un article intitulé « Le comment du pourquoi ». Sur l'existence des chambres à gaz, l'auteur se dit même, je cite, « incapable de décider ». Dans un livre de 1980, Vérité historique ou vérité politique, Thion va encore plus loin. Il emploie même le terme d'école révisionniste afin de parler des négationnistes. Cette expression gomme l'aspect pseudo-scientifique de ses discours et les met à égalité avec des historiens professionnels, ce qui revient donc à les légitimer. Thion finira par devenir une figure du négationnisme à la fin des années 80 et il sera d'ailleurs révoqué par le CNRS en 2000. Thion est un cas extrême. Mais ce n'est pas un cas isolé. Cette attitude au mieux légère, au pire complaisante, d'intellectuels envers les thèses négationnistes ne se limite d'ailleurs pas à la France. Par exemple, l'un des plus célèbres cas d'intellectuels se laissant un petit peu avoir par la rhétorique des négationnistes, c'est Noam Chomsky, le célèbre linguiste américain qui en 1979 avait soutenu publiquement Forisson au nom de la liberté d'expression, dans un avis que le négationniste français ne se privera pas d'utiliser plus tard comme préface à l'un de ses propres livres. Toujours par antisionisme, plusieurs autres figures de la gauche radicale se laisseront séduire par les raisonnements spécieux de Forisson. C'est le cas par exemple de la maison d'édition libertaire de la Vieille Taupe, dirigée par Pierre Guillaume, un intellectuel issu du marxisme anti-stalinien. On peut aussi citer le communiste Roger Garaudy, cadre du Parti communiste français, qui avait publié en 1995 un livre intitulé « Les mythes fondateurs de la politique israélienne », dans lequel il reprend l'essentiel des thèmes classiques des négationnistes, présentant l'Holocauste comme un instrument de la politique israélienne. On ne s'attendra pas non plus que le régime iranien issu de la révolution de 1979 et les islamistes d'une manière générale accueillent ces thèses favorablement, quitte à financer certaines librairies confidentielles d'extrême droite qui diffusaient leurs ouvrages. C'est ce qu'a démontré par exemple une enquête du Canard enchaîné dans les années 80. Cependant, le négationnisme prolifère toujours prioritairement à l'extrême droite et dans sa presse, dans Rivarol, dans Présent ou dans Minute. Il est également porté par des groupuscules radicaux, comme la FANE, Fédération d'Action Nationale et Européenne, mouvement néo-nazi avec chemise brune, salut hitlérien et doctrine directement inspirée de celle du Troisième Reich. En 1979, plusieurs attentats lui sont même attribués et la FANE est dissoute en 1980, bientôt reconstituée sous un autre nom. Parmi les membres de ce groupuscule, un certain Vincent Renoir qui depuis s'est fait connaître sur internet pour ses discours négationnistes, en particulier à propos du massacre d'Oradour-sur-Glane commis par la SS en 1944.
Les discours de Forisson ne rallient pas que des franges radicales de l'extrême droite, mais séduisent également au sein du FN. En effet, pendant l'affaire Forisson, on peut lire sous la plume d'Alain Renaud, secrétaire général du Front National, ouvrez les guillemets, « Il est évident que le chiffre de 6 millions de juifs exterminés n'est qu'une grossière affabulation. Après avoir fixé un chiffre par victime, il convenait d'avoir un multiplicateur pour parvenir à un total. L'intérêt financier d'Israël passait par le plus grand multiplicateur possible et la position morale de la RFA, entre parenthèses l'Allemagne de l'Ouest, ne lui permettait guère la discussion. Prisonniers de leurs affirmations et de leurs exagérations, les ayant 100 fois répétées, en ayant fait la vérité officielle, les sionistes ne peuvent les laisser mettre en doute. Pour maintenir leur interprétation, ils usent de tous les moyens de pression et de coercition à leur disposition. Fermez les guillemets. Non, vous ne rêvez pas, hein. Alain Renaud nous resserre la thèse selon laquelle l'Holocauste est un mythe mis en place pour extorquer des réparations à l'Allemagne de l'Ouest. Voilà, bravo Alain, ne change rien. Ajoutons aussi les pseudo-dérapages de Jean-Marie Le Pen. Interrogé sur RTL à propos des thèses négationnistes, justement, Jean-Marie Le Pen tenta de s'en sortir en affirmant que les chambres à gaz n'étaient, je cite, qu'un point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Nous étions en 1987. J'ai abordé le sujet de ces pseudo-dérapages dans un short sur la chaîne YouTube, je vous y renvoie pour plus d'informations. Pour l'historien Nicolas Lebourg, cette première déclaration était parfaitement sincère et non calculée. On peut donc vraiment parler de dérapage. Cependant, constatant que loin de les griller définitivement, ce genre de sortie avait galvanisé les troupes sans compromettre les scores électoraux du parti, Jean-Marie Le Pen aurait fini par en faire une stratégie. C'est la raison pour laquelle il a multiplié ce genre de déclarations dès 1989 avec un calembour plus que douteux sur le nom d'un ministre centriste, un certain Durafour. Monsieur Durafour et Dumoulin, obscur ministre de l'ouverture, dans laquelle il a d'ailleurs immédiatement disparu, a déclaré « Nous devons nous allier aux élections municipales, y compris avec le Parti communiste, car le Parti communiste, lui, perd des forces, tandis que l'extrême droite ne cesse d'en gagner. » Monsieur Durafour crématoire, merci de cet aveu. En parallèle, alors que dans les années 1980, le nombre d'études scientifiques sur le génocide explose dans le monde, selon Valérie Gounet, on a beaucoup plus publié dans la décennie 80-90 sur le génocide que pendant toute la période 45-90, et alors même que le négationnisme lui-même devient un objet d'étude, sous la plume de Pierre Vidal-Naquet, plusieurs affaires secouent l'université française, montrant que le monde académique n'était pas imperméable aux thèses négationnistes. Elle pose aussi la question du rôle de la presse et des médias en général dans l'encadrement du débat public. Un petit florilège de ces affaires. En juin 85, Henri Roch, un ingénieur agronome en retraite et militant d'extrême droite proche de Forisson, soutient une thèse à l'université de Nantes. Elle porte sur le SS Kurt Gernstein et remet en cause la version officielle sur le génocide. Je mets bien sûr version officielle entre guillemets. Son jury était presque exclusivement composé de militants d'extrême droite. Ça alors. Ainsi, le président en était Jean-Paul Allard, professeur à l'université Lyon 3, un militant du GRES, groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, une émanation de la nouvelle droite, je vous en avais parlé la dernière fois, souvenez-vous, un hasard sans doute, et compte tenu des nombreuses irrégularités, et disons le mot en fait des fraudes, qui ont conduit à la délivrance de la thèse, une thèse de complaisance, elle a été annulée 1 an plus tard. 2 ans plus tard, Jean-Marie Le Pen effectue son premier dérapage en 87, faisant entrer le négationnisme dans le débat public national. La même année, quelques semaines avant le procès du SS Klaus Barbie, membre de la Gestapo de Lyon, surnommé à juste titre le boucher de Lyon, Robert Forisson réitérait ses affabulations dans une interview télévisée. En janvier 1990, c'est Bernard Notin, lui aussi enseignant à Lyon 3, comme Jean-Paul Allard, qui publie un article raciste et négationniste dans la revue Économie et Société. Pour la première fois, les idées négationnistes font leur entrée dans les pages d'une revue scientifique académique reconnue. Cette affaire, qui éclate la même année que la profanation des tombes juives du cimetière de Carpentras, le 10 mai 90, entraîne une modification de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Cette loi est fondamentale, car c'est celle qui encadre la liberté d'expression en France, au-delà de la presse écrite d'ailleurs. Désormais, la loi réprime la contestation des crimes contre l'humanité. C'est ce que l'on appelle parfois la loi Guesso, du nom du député qui en est à l'origine.
Désormais, le négationnisme devient un délit au même titre que le racisme, condamné par la loi Pleven de 1974. Forisson est d'ailleurs le premier à être condamné au titre de cette loi en 91. En 1999, rebelote. On découvre qu'un négationniste condamné par la justice, un certain Jean Plantin, disciple de Forisson, avait obtenu, quelques années plus tôt, encore à Lyon 3, mais aussi à Lyon 2, des diplômes reposant sur des thèses négationnistes. L'université prend désormais conscience de certaines de ses carences dans le contrôle de la délivrance de certains titres universitaires. Elle commence à prendre des mesures pour éviter que cela ne se reproduise. Ainsi, Serge Thion, dont je parlais un peu plus haut, est révoqué du CNRS l'année suivante. En 2004, Bruno Gollnisch, enseignant à Lyon 3, encore, et cadre du FN, est exclu 5 ans de l'université pour des propos sur les chambres à gaz. Et là, c'est le début d'une autre polémique, parce que ça pose la question du rôle de l'État dans l'interprétation de l'histoire. On en reparlera dans le prochain épisode. Je vais passer très vite sur les derniers surgeons, les plus récents du négationnisme. Les nouvelles générations de négationnistes sont plus dispersées et n'ont pas de figure de ralliement aussi médiatique que Forisson. Dans les années 2000, cependant, l'international négationniste se structure encore davantage avec le soutien de l'Iran. En décembre 2006, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad avait même organisé un colloque négationniste avec Forisson en invité de marque. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un chef d'État fait de la négation de la Shoah la position officielle de son régime. C'est aussi l'époque où Internet constitue une révolution dans la diffusion du négationnisme. Alain Soral, Dieudonné, Vincent Renoir, Hervé Ryssen, pour ne citer que, j'en passe bien entendu, peuvent être considérés comme les principaux animateurs de ce discours dans les années 2000-2010 et comme les héritiers numériques de Forisson. Aujourd'hui, les négationnistes utilisent même l'IA pour écrire des livres usurpant l'identité de survivants de la Shoah et semer la confusion dans les esprits. Je vous renvoie à un article publié par la chercheuse Stéphanie Courroux-Blecher sur le sujet, que j'ai mis en description avec ma bibliographie comme d'habitude. Dans le fond, quelle que soit l'incarnation de ce discours, ou les moyens employés pour le faire triompher, on retombe toujours sur les mêmes raisonnements bidons et les mêmes arguments éclatés. Ainsi, reste à se demander comment combattre le négationnisme. Ce sera l'horizon du prochain épisode. C'est la fin de cet épisode sur Mémoire Vive, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura été utile. S'il vous a plu, je compte sur vous pour le liker, le commenter, le partager. On se retrouve très vite pour conclure cette série, et d'ici là, restez calmes et écoutez les historiens.